Bonjour à tous. Est-ce que dans l'audience, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait. Est-ce que vous oula, il y a beaucoup de réponses. Super, 100 de réussite, là on est top et est-ce que vous voyez bien mes slides? Enfin du moins ma slide? Super. Bah, écoutez, je suis très content, de vous compter parmi nous pour ce premier webinaire, 2020 de SEMJ. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2 sujets. Le premier, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, ça a défrayé la chronique, c'est Google BERT d'un côté et de l'autre, nous allons parler de techniques de rédaction de contenu. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Nguyen, cofondateur de SEMJ, expert SEO depuis 10 ans, ça ne me rajeunit toujours pas. Et j'ai la chance de remporter le concours SEO de 2010. Je suis également assez souvent speaker dans les événements SEO. Et d'ailleurs, je serai présent au Searchwhy vendredi de cette semaine. Donc, si jamais vous y êtes également, n'hésitez pas à venir me voir pour discuter. Pour dire 2 mots sur SEMJ. SEMJ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, SEMJ, c'est une entreprise qui aide les marques tout simplement à développer leur visibilité sur Google et globalement avec 2 typologies de solutions. D'un côté, une plateforme innovante qui va vous permettre tout simplement d'optimiser vos contenus pour votre audience et pour Google et d'en mesurer les gains. Et de l'autre côté, une partie agence SEO avec des services de type accompagnement SEO, audit technique, campagne de netlinking. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins à ces niveaux-là, bien entendu, contactez-nous. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'accompagner des très belles marques spécialisées sur plusieurs secteurs d'activité, donc 150 clients et avec des très jolis scores de croissance de trafic SEO sur les projets qui nous sont confiés, puisqu'on atteint des chiffres de type plus 65% de trafic SEO sur les requêtes ciblées. Et donc, on a la chance également d'accompagner des très belles marques, que ce soit avec la partie plateforme ou la partie agence, puisqu'en client, on compte parmi nous Cdiscount, La Vie Claire, Decathlon, Massif, etc., etc. Donc, pour commencer ce webinaire, déjà, on va parler de BERT. Alors, BERT, qu'est-ce que c'est globalement? BERT, c'est notamment une annonce de Google, mais pas que, et ça, on va le voir derrière. Notamment, le 9 décembre, Google annonce lancer BERT en français, donc soit quelques semaines après l'annonce pour l'anglais. Donc, à partir du 9 décembre, ça y est, BERT est utilisé sur google.fr. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom BERT? Eh bien, il se cache un acronyme que je n'ai même pas essayé de prononcer tellement il est compliqué, mais c'est au final un nom de modèle de langage dans la communauté du traitement automatique des langues. Et donc, si on devait retenir plusieurs points clés autour de BERT, le premier sujet, c'est que c'est un modèle de langage, donc un modèle de traitement automatique des langues, souvent on dit TAL, qui a été créé par Google lui-même. Ce modèle est en open source depuis 2018, soit bien avant, un an avant le fait que ce devienne une update pour ces algorithmes d'un point de vue moteur de recherche. Et donc, Google a annoncé cette mise à jour, cette Google Update, comme la plus grande update en 5 ans, rien que ça, depuis notamment RankBrain. Google a également annoncé que ça impactait 10% des requêtes. Alors forcément, quand on lit ce genre de punchline, tout de suite, on se dit « oulala ». Et pour avoir creusé justement les impacts, on est aujourd'hui sur des impacts qui sont davantage sur les mots-clés de type long trend. Ça, on va pouvoir voir ça en détail. Donc, le point à retenir, en fait, c'est que BERT, c'est un peu 2 choses. C'est d'un côté un algorithme et un modèle de langage. De l'autre côté, c'est une mise à jour de Google. D'un point de vue purement modèle de langage, BERT, en fait, a défrayé la chronique au sein de la communauté des experts en traitement automatique des langues, parce que globalement, BERT a fait des meilleurs scores que tous les autres algorithmes
connu et donc à dépasser l'état de l'art. Donc, par exemple, BERT, aujourd'hui, va mieux comprendre notamment les contenus rédigés. BERT va savoir répondre à des questions. BERT va être bien meilleur que les algorithmes actuels, par exemple sur de l'analyse de sentiments. BERT va réussir également à détecter si deux phrases ont le même sens ou un sens proche. BERT va même être capable d'évaluer la suite logique de phrases. C'est-à-dire, je dis une première phrase, j'écris une deuxième phrase, mais est-ce que la deuxième phrase est vraiment logique avec la première? Et puis l'autre point qui est intéressant, c'est que BERT sait également générer du contenu. Et donc ça, ce qui est important à prendre en compte, selon moi, aujourd'hui, c'est que BERT s'inscrit dans une longue lignée, au final, d'évolution de modèles de langage. Parce que, par exemple, en 2013, on avait Word2Vec qui était créé par Google également. Mais depuis toutes ces dernières années, eh bien, on peut voir qu'il y a eu de nombreuses évolutions et a priori, ça ne va pas s'arrêter. Et pourquoi toutes ces évolutions autour des modèles de langage? Eh bien, tout simplement, les grandes entreprises comme Google, mais pas que, Microsoft aussi, Facebook aussi, Apple aussi, etc., c'est la course aux algorithmes et aux modèles de langage avec un seul enjeu, c'est de comprendre les contenus comme des humains. Et là, par exemple, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle un leaderboard qui permet de comparer et de scorer justement les algorithmes. Et donc, le but, bien entendu, c'est d'être le premier, celui qui comprend mieux le langage. Et là, c'est justement un leaderboard autour des questions-réponses. Et on peut voir que certains algorithmes, qui sont des dérivés d'ailleurs de BERT, eh bien, sur ces exercices-là, répondent mieux que les humains. Alors, je vous rassure, hein, ces algorithmes ne sont pas encore meilleurs que les humains, mais cependant, de plus en plus, on y tend. Donc ça, c'était pour la partie modèle de langage. De l'autre côté, on a une autre partie, bien entendu, qui va nous concerner beaucoup plus, c'est bien entendu la partie mise à jour de Google. Et donc, ce qui est important aussi en prenant du recul, c'est que cette mise à jour BERT est une mise à jour, je dirais, supplémentaire dans une longue série de mises à jour de Google autour du contenu, toujours avec un enjeu, bien entendu, de mettre en avant des contenus pertinents par rapport à une requête de l'internaute. Ça reste le mantra et la proposition de valeur number one de Google. Et donc, forcément, pour mettre en avant des contenus pertinents, on a tout intérêt à améliorer, bien entendu, cette compréhension des contenus. Et donc, lors de sa communication, Google nous a montré plusieurs exemples qui sont assez intéressants au final. Là, par exemple, dans cet exemple, ce sont des internautes qui vont taper un mot-clé de type voilà, voyageur brésilien 2019 pour aller aux USA chercher un visa, globalement. Et on peut voir le avant et le après. Donc, avant, Google ressortait un contenu non pas pour les voyageurs brésiliens, mais plutôt pour les voyageurs, pour les Américains. Donc forcément, ce n'était pas super pertinent, alors qu'aujourd'hui, eh bien, Google va mettre en avant un contenu qui est tout simplement l'ambassade US au Brésil, ce qui est bien plus pertinent. Autre exemple, là, le mot-clé, c'est est-ce que je peux aller chercher des médicaments en pharmacie pour quelqu'un d'autre. Alors d'ailleurs, j'ai fait l'exercice en France de taper cette question. Hélas, il n'y a aucun contenu qui répond à cette question. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le secteur de la santé. Bref, côté avant, eh bien, on était plutôt sur un contenu pour remplir l'ordonnance, donc pas grand-chose à voir. Et aujourd'hui, on a vraiment un contenu qui répond spécifiquement à la question. Et là, on peut voir que dans ces deux exemples, globalement, on est plutôt sur des mots-clés de longue traîne, et notamment, là, on peut voir que c'est un mot-clé de type question. Alors, c'est un point qui est intéressant
à noter, c'est quand Google a annoncé du coup le lancement de BERT, eh bien, ils ont répété un chiffre, qui est un chiffre qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant, et c'est pas anodin qu'ils le répètent une fois de plus. Globalement, Google nous dit, bah voilà, chaque jour, on enregistre des milliards de requêtes, et chaque jour, eh bien, 15% de ces requêtes, ce sont des mots-clés en fait qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus dans notre base de données. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin justement d'avoir des algorithmes qui permettent de justement mettre en avant des contenus pertinents alors qu'on ne connaît même pas la requête. Donc ça, c'est un point qui est important. Chaque jour, 15% de nouvelles requêtes. Autre point, Google nous dit une autre chose qui est assez intéressante au final, c'est voilà, grâce à BERT, on va réussir à avoir des contenus plus pertinents pour les requêtes, on va dire un peu de longue traîne diverses et variées. Eh bien, on espère chez Google, vu que les contenus vont être plus pertinents, que les utilisateurs vont s'habituer petit à petit à taper de plus en plus de longue traîne. Alors, ça peut être tapé sur le clavier, bien entendu, ça peut être recherché d'un point de vue vocal. Et ça, je pense, c'est un point qui est important parce que déjà, si on compare à il y a 10 ans et aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de mots-clés à analyser. Et donc, là, la tendance va continuer. D'ailleurs, voilà, souvent, d'un point de vue SEO, on a tendance à penser, j'ai envie de dire, voilà, les mots-clés principaux, les requêtes génériques. Cependant, c'est un sujet important à challenger, c'est qu'aujourd'hui, selon cette étude à Ahrefs, eh bien, en fait, la grande majorité des mots-clés, aujourd'hui, ce sont des mots-clés de longue traîne et non pas des mots-clés génériques de premier niveau. 92%, alors ça, c'est l'étude à Ahrefs, on peut espérer qu'en fait, c'est bien plus côté Google. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme impact potentiel? Eh bien, la longue traîne, grâce à ces mises à jour et cette mise à jour BERT, eh bien, elle est plus pertinente pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, globalement, a priori, va tout simplement rechercher de plus en plus de longue traîne. C'est quand même l'objectif, en tout cas, annoncé par Google. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue stratégie de contenu et d'un point de vue SEO, si on anticipe? Eh bien, on peut imaginer deux enjeux importants. Le premier, c'est plus que jamais, c'était déjà le cas avant, mais au final, ça s'accélère, c'est on a tout un intérêt à quantifier au maximum justement les requêtes et les questions de notre audience, puisqu'on a cette chance en tant que SEO, c'est qu'on a accès à des mots-clés, à des volumes de recherche. Et ça, c'est de l'or noir pour connaître son marché et son audience. Donc ça, on a intérêt à vraiment pousser dans ce sens-là pour vraiment connaître notre audience à 2000%. L'autre point, clairement, derrière, quand on fait du content marketing et du SEO, on a tout un intérêt à être présent en tant que marque à toutes les étapes du parcours client. Eh bien, on a tout un intérêt clairement, grâce justement à l'identification des requêtes et des questions de notre audience, à être visible et à y apporter une réponse. Et bien entendu, ça c'est possible grâce à une stratégie de contenu. Et donc, maintenant, si on focalise la partie rédaction de contenu, l'idée, c'est de partager avec vous plusieurs techniques et puis une méthode en 9 étapes pour rédiger un contenu qui va performer en SEO suite à toutes ces mises à jour de Google. Alors ça, c'est souvent un point que je répète, mais qui mérite pour le coup d'être répété. Quand vous faites des contenus, il y a un point qui est très important, c'est la courbe de trafic, qui est un des KPI clés quand on va faire du contenu. Et donc, quand vous allez publier du contenu, eh bien, ça, c'est clairement la courbe de trafic à éviter. D'accord? C'est une courbe de trafic, on a une hausse au début qui est liée aux réseaux sociaux et aux newsletters, et puis après, il n'y a plus rien, c'est un flop. Et donc, au final, votre contenu est assez peu lu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de trafic SEO. Et ça, c'est un cas, je le répète, qui arrive très souvent, qui arrive 9 fois sur 10, puisque aujourd'hui, seulement 9% des contenus captent du trafic SEO. Alors ça, c'est un chiffre qui était dans une étude à Ahrefs
d'il y a 1 an ou 2 et qui a été mis à jour récemment il y a quelques semaines, et c'est toujours le même chiffre, c'est 9%. Donc voilà, quand vous faites un contenu, vous avez 9 chances sur 10 qu'il ne fasse pas de trafic. Donc autant viser justement la bonne méthode pour être dans ces 9%. Et donc justement, quand vous allez faire un contenu qui est bien optimisé SEO, vous allez obtenir cette courbe de trafic globalement. Et donc, avec toujours au début, grâce à la promotion du trafic lié aux réseaux sociaux et par exemple la newsletter, et puis ensuite, ce qui va porter le trafic sur la longue à 80-90%, c'est quoi? C'est le trafic SEO. Et c'est là où, d'un point de vue purement marketing, on est rentable. Donc du coup, la méthode, c'est une méthode que je décline en 9 étapes, hein, où on va avoir un sujet de bien choisir, bien prioriser son contenu et choisir le bon mot-clé, définir l'angle, le titre, la longueur du contenu, avoir un plan efficace, bien entendu quelques techniques pour rédiger un contenu percutant. Derrière, autre étape importante, c'est de relire et bonifier le contenu. Ensuite, de mailler les autres contenus vers le contenu qu'on est en train de créer. Et dernière étape, le mettre à jour régulièrement. Donc là, je vous propose, on va aller zoomer justement sur chaque étape. Alors, il faut savoir que justement, dans tout ce processus, à chaque fois, je vous citerai différents outils. Bien entendu, parfois, vous verrez, certaines étapes peuvent paraître très chronophages, et c'est notamment pour ça qu'on a créé SEMJ. C'est pour faire le travail qui peut prendre en plusieurs heures, le faire justement en quelques minutes. Donc déjà, la première étape, ça va être de choisir un mot-clé avec du potentiel. Alors pour ceux qui sont, je dirais, matures en SEO, c'est une évidence. Cependant, là, dans l'audience, on va avoir des content managers et des rédacteurs. Donc ça, c'est un point important à répéter. Quand vous allez faire votre calendrier éditorial, c'est important de toujours définir pour chaque sujet un mot-clé et de se baser également sur le volume de recherche en face. Je le vois chez certains de nos clients, hein, on a encore des clients qui ont fait beaucoup de contenu qui ne visaient aucun mot-clé et donc aucun volume de recherche. Ce volume de recherche, ça vous permet quoi? Ça permet tout simplement de valider et de quantifier le fait que derrière l'idée de votre sujet, eh bien, il y a en effet une audience sur votre marché qui recherche ce sujet. Et donc, si vous avez une hésitation, par exemple, entre deux mots-clés, par exemple, huile de coco, huile de tournesol, là, on va pouvoir voir que l'huile de coco est bien plus recherchée, 50 000 fois par mois. Et donc, potentiellement, ça peut m'aider justement à prioriser mes sujets. Technique un peu plus poussée, là c'est dans l'outil Ahref, on peut aller plus loin, notamment en allant regarder sur ce mot-clé huile de coco les différents contenus qui se positionnent et le trafic estimé qu'il capte chaque mois. Et donc là, je peux voir quoi? Je peux voir que si j'arrive dans le top 3 sur le mot-clé huile de coco, eh bien, je peux capter entre 6 000 et 11 000 de trafic SEO mensuel. Donc là, forcément, c'est un sujet intéressant. Et donc, face à tout ce trafic que je peux aller capter, j'ai intérêt, bien entendu, à mettre en place les moyens pour y arriver. Donc là, ensuite, justement, si je pars sur le mot-clé huile de coco, l'idée derrière, ça va être de définir le bon angle. Et le bon angle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, on va, pour chaque mot-clé où on va créer un contenu, toujours regarder le top 3 et le sujet, justement, des contenus qui se positionnent déjà. Et ça, c'est un point qui est important. Par exemple, là, si je tape le mot-clé mal au dos, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, je peux voir que ce sont des contenus informationnels qui m'aident à comprendre les causes de mon mal de dos et qui vont me donner des conseils pour guérir. Donc ça, c'est à prendre en compte quand je vais angler mon contenu de mon côté. Si je prends un autre exemple, par exemple, je tape le mot-clé étirement, eh bien là, on peut voir que Google va privilégier des contenus qui me permettent d'apprendre justement des techniques pour faire mes étirements. Ça, c'est une intention qui est différente. Et donc, par rapport toujours à l'huile de coco, eh bien là, on peut voir que Google va privilégier des contenus qui nous aident, enfin qui m'aident à comprendre justement les usages autour de l'huile de coco, et c'est bien fait. Et d'ailleurs, on remarquera, petite subtilité, que le troisième résultat, eh bien, c'est un mix de contenu informationnel
et un mix de contenu transactionnel, puisqu'en fait, c'est une fiche conseil avec la proposition d'achat de produits. Et donc, si vous êtes dans l'e-commerce, je vous recommande d'aller voir. C'est un joli mix. Donc, globalement, pour ceux qui utilisent déjà SEMJ, quand vous allez préparer votre contenu, pensez toujours à aller dans l'onglet Competitors pour justement visualiser directement la SERP et donc les résultats qui rankent pour bien définir l'angle de votre contenu. Et donc, dès qu'on a défini l'angle principal du contenu, eh bien, on va avoir un sujet, c'est d'avoir un titre accrocheur. Alors, un titre accrocheur, qu'est-ce que c'est? Si je tape huile de coco dans Google, par exemple, je vais voir des contenus comme 12 usages magiques et insoupçonnés, huile de coco, comment en faire un bon usage, pourquoi l'huile de coco est un produit miracle. Donc ça, c'est plutôt des exemples positifs en termes d'accroche, alors qu'on peut voir, là, il y a un quatrième exemple de melvita.com, où là, pour le titre, c'est huile de coco bio. Forcément, niveau engagement, c'est moins efficace. Donc, pensez à soigner le titre. Pensez également, bien entendu, à soigner la méta-description. Justement, quels sont les titres qui vont générer le plus d'intérêt et d'engagement? Ça, c'est une belle étude de SEMrush qui nous montre que globalement, les titres de type liste, ce sont ceux qui performent le mieux. Par exemple, 10 conseils pour bien utiliser l'huile de coco. Après, on va avoir les contenus de type guide, par exemple, tout savoir sur l'huile de coco, où on va avoir également les contenus et les titres de type comment, par exemple, comment bien utiliser l'huile de coco. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les 3 types de titres qui vont, de manière générale, générer plus d'engagement. Ensuite, pour bien préparer notre contenu, on va définir sa longueur. Alors, pour définir sa longueur, c'est quoi la technique simple et efficace, entre guillemets? Eh bien, c'est simple. Je tape le mot-clé, je regarde la longueur des 3 premiers contenus et je fais plus. Là, dans cet exemple, on voit que le deuxième résultat de recherche Google fait 1250 mots. Eh bien, je vais faire un contenu qui fait au moins 1300 mots. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est un raccourci quantitatif pour dire je vais faire un contenu qui est plus profond, qui traite de la thématique plus en profondeur que mes concurrents. Bien entendu, ce n'est pas de la longueur juste pour de la longueur. Par exemple, là, on peut voir le premier contenu qui est Doctissimo, il fait 800 mots, alors que les contenus en dessous auront tendance à faire moins de mots de manière générale. Alors souvent, c'est un critère qui peut interpeller. C'est-à-dire, ah oui, non, mais attendez, souvent j'ai la question, ouais, mais les internautes, ils veulent avoir la réponse à leurs questions très rapidement, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Par contre, en fait, quand les internautes vont chercher une information sur l'huile de coco, en fait, ils vont rechercher plusieurs informations, pas qu'une. Ils ont plusieurs intentions de recherche. Par exemple, ils vont se poser plusieurs questions. Et donc, entre un scénario où ils vont taper plusieurs mots-clés, faire plusieurs clics, et un scénario où ils vont cliquer sur un résultat et scroller, eh bien, c'est simple, ils vont préférer scroller. Et là, par exemple, vous avez une statistique qui est assez intéressante. Pour le même niveau d'information, entre je scrolle 4 écrans et j'accède à 4 écrans via du clic, eh bien, c'est tout simplement 4 fois plus rapide grâce à du scroll. Donc, d'un point de vue UX, le scroll aujourd'hui est une approche bien plus privilégiée que le clic. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les contenus longs, en fait, performent, mais à tous les niveaux, pas que d'un point de vue SEO. Là, toujours une étude de SEMrush qui est assez intéressante, qui montre qu'un contenu de 1000 mots versus un contenu de 3000 mots, eh bien, le contenu de 3000 mots va faire 3 fois plus de trafic. Et ça, de trafic d'un point de vue multicanal, pas que SEO. Premier point. Deuxième point, il va acquérir 3,5 fois plus de liens. D'un point de vue SEO, forcément, c'est positif. Et 4 fois plus de partage sur les réseaux sociaux. Donc là, on peut voir qu'un contenu long, eh bien, globalement, bien entendu, ça va aider d'un point de vue SEO, mais ça va aider aussi de manière générale d'un point de vue engagement. D'ailleurs, petite astuce, qui est une astuce même, c'est un indispensable à mon sens, c'est quand vous allez rédiger des contenus longs,
pensez toujours à mettre en place un sommaire. Ça, on le voit aujourd'hui dans les résultats qui ont tendance à mieux se positionner. Eh bien, très souvent, les sommaires sont présents. Et au final, pourquoi mettre en place un sommaire? Bah, déjà, pour votre audience, ça va leur permettre de visualiser très rapidement quelles sont les différentes idées traitées grâce à ce sommaire. Et puis derrière, ils vont pouvoir forcément cliquer dessus pour accéder directement aux différents sujets qui les intéressent. Et puis, il y a un autre aspect d'un point de vue purement SEO, c'est que ce sommaire, potentiellement, va déclencher des sitelinks dans la SERP. Et donc, c'est un gain au final d'un point de vue potentiellement CTR. Alors, bien entendu, pour les utilisateurs de CMJ, du coup, il y a un point qui est très, très, très important. Pensez toujours à suivre la recommandation sur la longueur de contenu. C'est un point qui est vraiment très clé. Alors, maintenant qu'on a défini la longueur du contenu pour notre contenu huile de coco, là, maintenant, on va s'attaquer à une étape qui est même l'étape, à mon sens, cruciale. Définir le plan du contenu. Et ça, d'un point de vue état d'esprit, pour faire une métaphore, je pense qu'il est important d'avoir en tête, c'est quand on va faire un contenu, le but, c'est de faire un contenu meilleur que les contenus concurrents. Et là, le plan, forcément, est important. La métaphore, c'est quoi? C'est mes concurrents ont fait des immeubles. Moi, mon objectif, c'est faire vraiment un gratte-ciel de 60 étages pour vraiment dépasser en qualité les contenus concurrents, que mon contenu devienne la référence. Et c'est comme ça qu'il va viser tout simplement la première position dans Google. Bien entendu, pour construire un gratte-ciel de 60 étages, on a intérêt, a priori, en amont, à faire un plan pour que ça se passe bien derrière. Et bien pour le contenu, c'est pareil. L'autre point qui est important, j'en parlais rapidement avant, c'est que derrière un mot-clé se cachent souvent plusieurs intentions. Le mot-clé huile de coco, c'est recherché 50 000 fois par mois. Derrière ces 50 000 recherches, en fait, on a des utilisateurs qui se posent une ou plusieurs questions différentes. Par exemple, il y en a qui se posent la question pourquoi utiliser l'huile de coco, d'autres qui se posent la question comment bien l'utiliser, ou est-ce bon pour la santé. Donc voilà, les utilisateurs vont se poser une ou plusieurs questions et donc on a tout intérêt forcément dans notre contenu à y répondre. La première technique que je vous partage, elle est simple, elle est efficace. C'est la technique des 5 W. Les 5 W, c'est quoi? C'est les adverbes interrogatifs en anglais, hein, donc what, why, who, etc., etc. On peut rajouter le how qui est important pour le coup. Et donc, globalement, on va se poser à chaque fois, en partant de notre feuille blanche sur un sujet, tout simplement, ces 6 questions. Le quoi, le pourquoi, le qui, le où, le quand, le comment. Et ça va nous donner des idées justement pour notre plan d'idées à traiter. Par exemple, qu'est-ce que l'huile de coco? Pourquoi l'utiliser? Où est-ce qu'on peut trouver l'huile de coco? Etc. etc. Donc ça, c'est une première approche qui a le mérite d'être simple et efficace. L'autre approche, qui est très importante, et comme on le disait, c'est de quantifier les attentes des internautes. Et comme on le disait, voilà, on a de plus en plus de mots-clés, on a de plus en plus de requêtes des internautes. Depuis peu, on a les questions des internautes. En plus, maintenant, il y a BERT qui va faire exploser la longue traîne. Donc, clairement, on a intérêt à analyser cette data parce que c'est une mine d'or pour comprendre notre audience, nos personas, comprendre leur pain et du coup, faire un contenu qui va se démarquer des concurrents, qui va mieux adresser leurs besoins. Et donc, ça passe par cette analyse de mots-clés, où là, je vous montre un échantillon. Ces mots-clés, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'il y a des volumes de recherche en face. Donc, c'est quantifié, ça nous permet de prioriser les besoins. Alors, certes, ce n'est pas très digeste. En plus, la réalité, c'est que des mots-clés, il y en a beaucoup. Par exemple, là, sur l'huile de coco, plus de 13 000 mots-clés. Donc, c'est notamment cette étape-là qui est vite très chronophage. Mais cependant, c'est cette étape qui nous permet derrière d'identifier justement que certaines thématiques sont clés dans notre contenu. Typiquement, là, on peut le voir, huile de coco, cheveux, c'est recherché 10 000 fois. J'ai peut-être intérêt à traiter de cette thématique dans mon contenu sur l'huile de coco. Bio, visage, alimentaire, peau, bienfait, vierge, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des indicateurs qui peuvent m'aider à identifier
des thématiques dans mon contenu à adresser parce qu'au final, ça intéresse mon audience. Donc ça, c'est un point qui est clé. Et le deuxième point qui est clé, c'est notamment les questions des internautes, notamment avec BERT, clairement, plus la recherche vocale, les mots-clés de type question vont continuer au final de gagner en volume de recherche. Donc, ça, c'est un enjeu d'un point de vue rédaction de contenu. On a tout un intérêt à faire des contenus qui sont en mode parfois question-réponse, c'est-à-dire l'entête de paragraphe, c'est la question, et en dessous, j'ai la réponse. On le voit de plus en plus d'un point de vue contenu. Et donc, ces questions sont importantes. Et donc là, pareil, autour de l'huile de coco, quand on pousse l'analyse, on peut identifier plus de 700 questions. Et donc, à partir de ces 700 questions, on peut rapidement identifier des questions qui reviennent assez souvent. Par exemple, où acheter de l'huile de coco, comment utiliser l'huile de coco, comment en faire soi-même en do-it-yourself, etc., etc., etc. Et donc ça, pareil, des questions qu'on a intérêt à répondre dans notre contenu. Troisième étape pour faire le plan de notre fameux gratte-ciel, c'est l'analyse du plan des top 3 concurrents. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire mieux que les concurrents. Et pour faire mieux que les concurrents, c'est important de savoir ce qu'ils ont fait, tout simplement. Donc, c'est simple. On va aller regarder les 3 contenus des concurrents. Et puis, en regardant ces 3 contenus concurrents, on va pouvoir identifier, par exemple, que le premier parle de composition sur l'huile de coco, parle des atouts pour la peau, parle des atouts pour les cheveux. Donc, on verra d'ailleurs que certains contenus concurrents ont fait cette analyse de mots-clés et justement traitent certaines thématiques dans les mots-clés qu'on a trouvés. Et donc, là, on peut identifier que grâce à ces contenus concurrents, on a peut-être d'autres idées à rajouter dans notre plan qui peuvent être pertinentes pour notre audience. Là, on peut voir Natura Force avec où trouver la meilleure huile de coco, les effets, l'huile de coco et le sport, etc., etc. Et donc là, grâce à ces 3 étapes pour vraiment analyser ce qui se fait de mieux, ce qui est recherché d'un point de vue contenu autour de l'huile de coco, ce qui est attendu par notre audience, et bien derrière, une fois qu'on a ces données, c'est très simple pour former un plan qui va être le plan me permettant de faire le contenu le meilleur de mon marché sur ce sujet. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, une fois qu'on a ce plan, derrière, bien entendu, place à la rédaction pour faire un contenu qui va se démarquer. Donc, pour les utilisateurs de SEMJ, ça, c'est un autre point qui est très important. Pensez toujours à répondre au maximum aux questions et aux topics suggérés par SEMJ. En plus, le gros avantage, c'est au lieu d'y passer plusieurs heures à analyser des mots-clés, la SEMJ vous le fait en 1 minute. Et donc, c'est vraiment cette partie-là notamment qui va vous aider à former votre plan en amont même de la rédaction. Et pensez également à bien utiliser l'onglet Compétitor, où là, vous avez également directement accès au plan des contenus concurrents. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur Google, vous avez directement l'information à ce niveau-là. Alors ensuite, on va s'attaquer à la rédaction de contenu. Le point important autour de la rédaction de contenu, je pense que c'est important de comprendre aujourd'hui un internaute, comment il se comporte quand il va lire un contenu. Et de manière générale, l'internaute va se concentrer sur la zone en haut à gauche, globalement. Donc, tout ce qui est en bas, forcément, c'est moins visible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a intérêt à éveiller sa curiosité dès les premières lignes, dès la ligne, avant même la ligne de flottaison idéalement, pour qu'il ait envie de scroller tout simplement. Donc, on va essayer de mettre un titre percutant dès le début, une introduction qui éveille la curiosité, et on va également essayer de mettre le fameux sommaire visible très rapidement. D'un point de vue rédaction, la technique que je peux vous recommander, c'est la technique de la pyramide inversée. En quoi elle consiste? C'est assez simple au final. L'idée, c'est de mettre les informations les plus importantes en haut et les informations qui sont plus de l'ordre du détail, donc moins importantes, en bas.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de bien travailler votre accroche et de résumer au final l'essence même de votre contenu dans l'accroche pour que derrière, l'internaute se dise « Ah ouais, tiens, ça va parler de ça ». Du coup, il va scroller pour aller voir plus en détail justement le contenu. Il y a un autre point qui est important, c'est qu'on a intérêt à penser mobile. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'écran est encore plus petit. Donc, on a intérêt vraiment à se dire, ah bah oui, vu que l'écran mobile est petit, on a intérêt vraiment à soigner l'accroche dès le début pour donner envie à l'utilisateur mobile de scroller vers le bas. Hein, pour info d'ailleurs, quitte à choisir entre pensée desktop et pensée mobile, moi je vous recommande plutôt de pensée mobile parce qu'aujourd'hui, tout simplement, 52% du trafic sur Internet, c'est du mobile. Donc, il vaut mieux penser mobile first. Pas pour rien d'ailleurs que Google a basculé sur du mobile first. Donc, pensons mobile. Et l'impact de pensée mobile, il a plusieurs niveaux. Il a un niveau aussi de la lisibilité du contenu. Typiquement, là, on peut voir un bon exemple versus un exemple moins bon sur la lisibilité de contenu. L'idée, c'est quoi, hein? C'est deux contenus sur l'huile de coco. Bien entendu, on a intérêt à faire attention à ce que la police soit assez grande pour être lisible. Mais vous, en tant que rédacteur, pensez à rédiger des phrases courtes et à des paragraphes courts pour aérer le contenu et permettre au lecteur de naviguer facilement dans ce contenu. Autre conseil, souvent on me pose la question, est-ce que je dois rédiger pour Google ou est-ce que je dois rédiger pour l'audience? Eh ben, ma réponse est assez simple aujourd'hui. Autant il y a 5-10 ans, je vous aurais dit pour Google, autant clairement aujourd'hui, je vous dis rédigeons pour l'audience, parce que Google, justement, a fait de nombreuses avancées autour de la compréhension du langage. BERT n'est qu'une étape de plus au final. Et pour montrer un exemple assez concret, hein, Google comprend très bien que la phrase arrêter une assurance auto et résilier une assurance voiture, c'est exactement la même chose. Donc, fini le keyword stuffing, fini, entre guillemets, les densités de mots-clés. Le sujet, c'est vraiment de créer un contenu avant tout pour l'audience qui répond à l'audience. Et donc, quelques petits conseils pour conclure sur cette partie rédaction. Toujours pour améliorer la lisibilité d'un contenu, pensez à mettre du texte en gras. Pensez également aux listes à puces qui permettent pour le lecteur d'avoir un point d'accroche de synthèse. Les listes à puces aident également d'un point de vue SEO, puisque certaines requêtes dans le moteur de réponse privilégient des listes à puces. Et puis, pensez, quand vous rédigez des contenus, à pointer, à faire des liens externes vers des contenus de référence, par exemple des études, des contenus institutionnels, pour vraiment, au final, mettre en avant, j'ai envie de dire, des références institutionnelles pour appuyer vos propos. Ça, c'est notamment un sujet pour les secteurs OIM-OIL. 7e étape, on va relire et bonifier. Alors là, je ne vais pas réinventer l'eau chaude, hein, pour le coup, c'est le genre d'étape où on sait qu'il faut le faire, mais on ne le fait pas forcément. Et vu que notre objectif, c'est de faire mieux que les concurrents, et bien clairement, si on fait cette étape, eh bien, clairement, on va se démarquer des concurrents. Et donc, dans votre process de content, dès lors que vous allez avoir une deuxième personne qui relie et qui bonifie votre contenu, eh bien, clairement, vous allez prendre une longueur d'avance. Vous allez avoir des nouvelles idées pour votre contenu, les tournures de phrases vont être améliorées, la structure du contenu va être améliorée, on va corriger les coquilles, qui est un sujet d'ailleurs de Berthe. Bref, dans tous les cas, c'est un plus pour votre audience et donc un plus pour le SEO. Et puis, 8e étape, l'idée, c'est qu'une fois que notre contenu est prêt, eh bien, on va lui envoyer de la puissance, notamment grâce au maillage interne. Et ça, ce maillage interne, on peut l'évaluer assez rapidement au final. Là, je vous montre 2 exemples, toujours 2 contenus sur l'huile de coco. D'un côté, j'ai un contenu où on peut voir qu'il y a la bonne pratique du maillage interne. De l'autre, on peut voir qu'il n'y a pas du tout de maillage interne. Et ça, vous, si vous êtes responsable marketing ou responsable SEO, vous pouvez l'évaluer très rapidement. C'est important de le faire. Je le rappelle, enfin, c'est même pas important, c'est indispensable.
Je le rappelle, un lien depuis un contenu rédigé est beaucoup plus puissant qu'un lien dans le header, le menu ou le footer. Aujourd'hui, toutes les content success stories qu'on peut suivre, eh bien, il y a toujours du maillage interne. Pourquoi c'est important si vous n'êtes pas forcément, j'ai envie de dire, à l'aise avec cette notion de maillage interne? Bah, pour vous faire une métaphore, hein, c'est assez simple. Votre site web, il a plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire millions de pages d'URL potentiellement autogénérées avec votre CMS. Quand vous faites des contenus, c'est un gros investissement en temps et en argent. Et donc, le fait d'avoir plusieurs URL qui pointent vers votre contenu, eh bien, tout simplement, vous montrez à Google que votre page et votre contenu, eh bien, c'est un contenu important. Donc, ça lui transfère du PageRank. Et vu que ça lui transfère du PageRank, eh bien, tout simplement, derrière, cette page est plus à même de faire du trafic SEO. Donc ça, c'est un point qui est clé pour tous vos contenus. Pensez à mettre en place ce maillage interne. Et donc, pour les utilisateurs de CMJ, dans les recommandations, quand vous rédigez un contenu, pensez bien, après la publication de votre contenu, à bien entendu mettre en place ces recommandations de maillage. Là, l'avantage, clairement, c'est que CMJ va scanner les différents contenus qui parlent de votre thématique pour vous faciliter le fait de les trouver. Donc là, du coup, ça, en quelques secondes et en quelques minutes, eh bien, vous pouvez mettre en place ce maillage. Dernière étape, qui est une étape qui peut intervenir plusieurs mois après, 1 an après, 2 ans après, c'est la mise à jour du contenu. Mise à jour du contenu, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut se dire que les contenus, c'est un peu comme un potager, on a intérêt à les entretenir. Pourquoi? Parce que les internautes préfèrent un contenu à jour, ça c'est évident. De l'autre côté, Google l'a bien compris, donc du coup, les algorithmes de Google aujourd'hui privilégient les contenus à jour également, donc double gain. Et l'autre sujet derrière, c'est qu'en optimisant vos contenus existants, et bien entendu, vous avez des énormes gains de trafic SEO à la clé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en bas de première page, tout simplement, si vous arrivez à aller dans le top 3, c'est x3, x5, x10 de trafic pour assez peu d'efforts. Et justement, pour vous montrer un exemple, et ça, avec la plateforme CMJ, forcément, on en a plusieurs centaines, hein, c'est ici un exemple d'un contenu où on a le client a ajouté seulement 40% de rédaction de contenu en plus. Donc au final, c'est assez peu d'efforts quand on prend en compte tout le process autour du contenu. Et là, ça a tout simplement fait x3 en trafic. Donc d'un point de vue purement ROI marketing, forcément, c'est très intéressant. En conclusion, le point important, à mon sens, si on dézoome et on prend du recul, justement, sur toutes ces dernières années, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. C'est devenu un buzzword, mais cependant, au-delà du buzzword, c'est aussi une réalité. Je pense d'ailleurs que ça sera d'autant plus une réalité d'un point de vue B2C quand on aura les voitures autonomes. Mais en attendant, rien qu'en regardant les analyses autour de l'IA, eh bien, c'est un marché qui est en pleine explosion et forcément, l'IA et le traitement automatique des langues sont intimement liés. Donc, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BERT, déjà, depuis que BERT a été lancé, d'un point de vue modèle de langage fin 2018, eh bien, ce modèle a déjà connu de nombreuses avancées grâce à des algorithmes dérivés. Donc BERT, entre guillemets, est déjà du passé d'un point de vue performance de modèle de langage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les GAFA, type Facebook, Amazon, etc., investissent énormément sur ces sujets-là. Il n'y a pas que Google. Et donc, c'est la course à l'armement des modèles de langage. Donc, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BERT n'est qu'une étape de plus dans les futures mises à jour de Google autour de la compréhension du langage. BERT a encore des limites et donc, clairement, on peut largement anticiper, sans prise de risque, qu'il y aura d'autres mises à jour autour des algorithmes de contenu chez Google. Et donc, si on veut
rédiger des contenus en pensant long terme et en pensant performance SEO, clairement aujourd'hui, si on devait conclure sur 3 points clés importants, à mon sens, le premier point, c'est que, comme je disais, on a la chance d'un point de vue SEO, c'est qu'on a de la data pour comprendre notre audience. Donc, utilisons cette data, ces mots-clés, ces volumes de recherche pour bien comprendre notre audience et ses besoins, pour ensuite faire vraiment des contenus qui vont être user-centric, c'est-à-dire des contenus centrés sur l'utilisateur, des contenus qui vont répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Et troisième point, bien entendu, qui se confirme avec le temps, c'est bien entendu de toujours créer des contenus de qualité. Ça, c'est ce que dit Google. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, créer des contenus de qualité? Au final, je le reformule en disant, créons des contenus meilleurs que les contenus concurrents qui se positionnent déjà sur les mots-clés qu'on vise. Voilà, ça, c'est les 3 points clés, à mon sens, à retenir dans cette tendance et ces évolutions de Google autour du contenu. Sachez que sur le mois de mars, nous organisons un nouveau webinar le 12 mars 2020. Donc, vous pouvez déjà noter dans vos agendas cette belle date, puisque j'aurai la chance d'être avec un des cadors du SEO, tout simplement Olivier Dufez, que je pense que vous connaissez tous. Et donc, nous co-animerons un webinar autour du content et du SEO pour vous donner toujours plus de conseils. L'autre point également, bien entendu, si vous avez des enjeux d'un point de vue SEO, que ce soit d'un point de vue outillage avec la plateforme SEMJ pour faire des contenus tout simplement plus performants SEO, vous avez des besoins d'être accompagné par nos experts SEO sur votre stratégie SEO, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Forcément, on est là pour vous aider. Donc, je vous laisse le contact ici. Voilà. J'espère que ce webinar aura apporté plusieurs éclairages à la fois sur BERT, qui est une grande évolution dans le milieu du traitement automatique des langues et puis des mises à jour de Google, et également que vous aurez appris des belles choses autour de la rédaction de contenu. Et maintenant, je vous propose de poser vos questions directement dans l'onglet à droite pour que nous puissions répondre à ces questions. Alors, parfois, on a tendance à avoir trop de questions. Alors, ça, c'est plutôt bon signe, hein. N'hésitez pas à utiliser les systèmes de vote. Comme ça, je vais prioriser les questions qui ont le plus de votes. Voilà. Merci à tous. Et du coup, maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, là, je vois une question avec de nombreux votes. Une question de Sophie. Bonjour. À propos de la mise à jour de contenu, outre l'ajout de contenu où on a rajouté 40% de rédaction, faut-il aussi actualiser la date de publication du contenu ou garder la date de publication lors de la mise en ligne initiale? Ah oui, alors, ça c'est un point important. En général, vous allez avoir deux types de contenus, hein, les contenus datés, les contenus pas datés. Si votre contenu est daté, d'ailleurs, c'est une préférence des internautes en général, mais faut-il encore que le contenu soit mis à jour? La recommandation, clairement, c'est de mettre en avant la date de mise à jour de votre contenu. Donc là, globalement, ce que vous pouvez faire, soit vous n'avez qu'une seule date et vous mettez la dernière date de mise à jour, soit vous avez deux dates, c'est publication initiale et mise à jour à telle date. Ça, il y a deux bonnes pratiques. Mais dans tous les cas, clairement, si vous mettez à jour un contenu, mettez en avant, bien entendu, la date de mise à jour dès lors que c'est un contenu daté. Pourquoi? Parce que l'internaute, forcément, préfère un contenu à jour. Alors, ensuite, dans les questions, on a une autre question avec de nombreux votes. Là, c'est une question de Chloé. Les contenus longs ne sont-ils pas pénalisants sur mobile? Alors, pénalisant, j'imagine d'un point de vue UX peut-être, eh bien, peut-être que la question a été posée avant que j'étaye le sujet justement sur les différentes pratiques, mais globalement, comme on disait, un utilisateur aujourd'hui préfère 100 000 fois plus scroller
que cliquer, hein, comme Facebook, Twitter, etc. C'est aujourd'hui, d'un point de vue X, c'est la pratique préférée des internautes. Par contre, pour faciliter la navigation, pensez à mettre en place un sommaire au-dessus de votre contenu long pour tout simplement faciliter à la fois la compréhension des idées traitées et la navigation de votre internaute. Donc moi, à mon sens, non, ils ne sont pas du tout pénalisants, au contraire. Ensuite, on a une autre question avec de nombreux votes. N'y a-t-il pas de limite au système de nombre de mots à écrire pour battre les concurrents? Eh bien si, bien entendu, il y a une limite. La limite, c'est que si demain vous faites 10 000 mots en lorem ipsum, ça ne fonctionnera pas. Donc le nombre de mots n'est qu'un critère au final parmi tant d'autres. Comme je disais, c'est un critère quantitatif, mais après, il y a forcément tous les aspects qualitatifs. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est notamment la méthode que je vous propose, c'est d'appliquer l'ensemble des critères. Si vous faites que la partie longueur de contenu, bien entendu, ça ne fonctionnera pas. Le raccourci qui est derrière, c'est vraiment de dire, OK, quand je fais un contenu, je me pose la question de quelles sont toutes les questions de mon audience sur le sujet pour y répondre au maximum. C'est plutôt ça l'idée. Ensuite, on a une question. Ah, je n'avais pas vu. Question record de vote avec 26 votes de Philippe. Salut Philippe. Alors, pour ranker et obtenir du trafic, tu conseilles plutôt de publier un contenu qui réponde précisément à une requête donnée ou de publier un document plus générique et plus complet? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question. Publier un contenu qui répond… Ah, précis. Ah, ok, je viens de comprendre. Alors, le sujet, c'est par exemple, j'ai un mot-clé de longue traîne, hein, qui est très long. Par exemple, une question. Et là, la question, c'est, ok, est-ce que je fais un contenu pilier où la réponse à cette question, bah, c'est 5% de mon contenu pilier, c'est-à-dire j'ai mon contenu huile de coco et puis la réponse à la question occupe 5% de l'espace, ou est-ce que je fais une page spécifique pour répondre à cette question? Eh bien, moi, j'ai envie de dire que dans l'idéal, les deux, mon capitaine, tout simplement pourquoi? Parce que là, on rentre dans des sujets qui vont plus dans le cocon sémantique. Donc, je vous invite à aller voir notre webinar qui est accessible sur les cocons sémantiques, où le sujet, c'est je fais une page pilier qui donne la vision globale à la personne qui tape l'huile de coco. Et après, si la personne qui tape huile de coco veut en savoir plus sur comment utiliser l'huile de coco pour mes cheveux, eh ben, il a une réponse courte dans le contenu pilier, mais s'il veut aller plus en détail, il y a une réponse détaillée qui le pointe vers une page enfant qui est spécifiquement pour justement comment utiliser l'huile de coco pour les cheveux. Donc, page pilier, page enfant. D'un côté, les mots-clés génériques de premier niveau, de l'autre côté, la longue traîne. C'est la meilleure approche, à mon sens. L'autre élément de réponse, d'ailleurs, Philippe, ça sera forcément, ça dépend de la concurrence en face, puisque sur des mots-clés de longue traîne, on tombe parfois, enfin souvent même sur des contenus piliers, des fois on tombe sur des pages spécifiques. Donc ça dépend aussi de la concurrence. Ensuite, on va avoir une autre question. Alors, à quelle fréquence est-il recommandé de publier des nouveautés sur un blog? Écoutez, là, je vais plus mettre ma casquette content marketing que la casquette SEO. En content marketing, la fréquence, c'est un sujet important. Le rythme est important. Potentiellement, le jour est important. C'est un peu comme les émissions radio où on a un titre d'émission de radio les tels jours à telle heure. Ça donne un effet de rendez-vous pour votre audience. Et donc, souvent, en content marketing, on le répète, le rythme, du coup, est forcément un critère. Par exemple, le fait que vous allez peut-être envoyer une newsletter, par exemple, tous les mois. Le contenu aussi, si vous allez le distribuer, le promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça va rythmer votre communication avec l'audience. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vous avez intérêt à avoir un rythme constant
de manière mensuelle en général. D'un point de vue purement SEO, après, moi, ce que je vois chez ceux qui performent le mieux en contenu, bah, tout simplement, ils vont se fixer un objectif de contenu mensuel. Par exemple, on va faire 10 contenus par mois ou 20 contenus par mois ou 100 contenus par mois. J'ai certains clients qui font 100 contenus par mois avec la plateforme CMJ pour vraiment se fixer un objectif pour l'équipe. Et donc ça aide à se dire, OK, je maintiens le cap. Bien entendu, il n'y a pas que la quantité. C'est pour ça notamment que je partage une méthode. Il y a aussi, bien entendu, la qualité. Et donc, cette méthode donne l'aspect qualitatif, bien entendu. Par contre, autre aspect, vaut mieux faire moins de contenu, mais de très bonne qualité, qui capte beaucoup de trafic SEO, que plein de contenus qui font zéro de trafic SEO. Ça, c'est important. Alors, ensuite, on a une question de Marie avec de nombreux votes sur conseillez-vous de supprimer un contenu obsolète et d'en publier un nouveau ou de mettre à jour le contenu original? Alors, là, pour y répondre, je vais plutôt paraphraser des recommandations directement faites par Google. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur le Black Friday, par exemple. Donc, toutes ces pages qui visent, par exemple, des requêtes saisonnières, typiquement, le Black Friday, c'est chaque année. Et le sujet, c'est tout de suite, est-ce que je crée chaque année une nouvelle page? Enfin, qu'est-ce que je fais globalement? Et la bonne pratique qui est recommandée par Google, au final, c'est de dire, non, mais gardez la même URL et mettez à jour le contenu pour qu'il soit chaque année à jour pour votre audience. Donc, évitez, ne créez surtout pas une page Black Friday par chaque année, sinon là, c'est la cata. Et si possible, évitons de changer l'URL. Sinon, si on est forcé de changer l'URL, on met une redirection 300. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui justifie et ce qui est assez logique, hein, c'est déjà quand vous allez créer une nouvelle URL, Google met plusieurs mois potentiellement pour transférer toute l'autorité à cette nouvelle URL, l'autorité optimale, je parle. Donc, c'est long, l'inertie Google. Donc, autant garder la même URL. Le deuxième point, clairement, c'est si vous créez plusieurs pages sur le même sujet, et que le contenu est obsolète, donc la page Black Friday 2018, par exemple, vous diluez la puissance SEO vers plein de contenus différents. Donc, clairement, si le contenu est obsolète, essayons de le mettre à jour, essayons de garder la même URL, et on peut par contre modifier l'angle pour que ce soit plus adapté. Donc, ça serait la recommandation que je peux vous donner à ce niveau-là. Ensuite, j'ai une question de Armand, comme quoi, alors vous parlez beaucoup de Ahref, c'est parce que j'ai des actions dans Ahref, c'est pour ça. Que pensez-vous de SEMrush? Sont-ils des outils complémentaires à SEMJ? Ah, oula, il y a plein de questions. Bon, quitte à choisir Ahref, SEMrush, SEMJ, forcément, je vous recommande de prendre SEMJ, ça c'est sûr à 200%. Cependant, au-delà de ça, Ahref et SEMrush, pour moi, sont des outils qui peuvent être complémentaires. C'est comme tout outil, chacun a des avantages et des inconvénients. Clairement, pour moi, l'avantage, c'est que Ahref, aujourd'hui, un avantage clé, c'est la qualité de la data, qui est, à mon sens, plus poussée que SEMrush. C'est aussi l'UX, la rapidité de navigation de l'outil, donc la productivité que je vais avoir avec l'outil. SEMrush va avoir d'autres avantages, mais parfois, je trouverais la data un peu moins pertinente. Donc, tout dépend de vos utilisations. Après, le choix du roi, bien entendu, c'est d'avoir les deux, enfin les trois. Mais donc, voilà, en tout cas, d'un point de vue priorité. Ensuite, vraiment beaucoup de questions aujourd'hui. Comment mettons un lien vers un autre site, notamment d'un point de vue code pour citer une source, par exemple? Est-ce qu'il faut mettre un lien en nofollow pour bien garder Google sur notre site, ou faut-il mettre en dofollow pour montrer qu'on utilise des sources qualifiées?
Alors, le nofollow, à la base, hein, pourquoi ça a été inventé? Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, ça date hein, maintenant, mais ça a notamment été inventé à cause du spam linking de mémoire, notamment à une époque où en un bouton, on pouvait cliquer et publier 10 000 commentaires sur 10 000 WordPress et avoir 10 000 liens. Là, Google s'est dit, oulala, ça va pas, c'est pas top pour les webmasters, et donc notamment l'attribut nofollow, c'est un attribut pour permettre webmaster au final de dire non, ce lien-là, il transférera pas de jus. Donc, quand vous allez citer une source dans votre contenu, en soi, moi, à mon sens, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec du nofollow. Et puis, j'ai envie de dire, parce que vous n'auriez pas des liens spammés, ce n'est pas le sujet. Et puis, la base, quand même, une des bases de l'algorithme de Google, ça reste quand même les liens. Donc, autant citer les sources avec du dofollow, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que pour féliciter nos chères sources. Alors, que pensez-vous de Yoast pour évaluer le SEO d'un contenu sur WordPress? Excellente question. Eh bien, il y a 3 ans, je vous aurais dit c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est directement dans WordPress, etc. Bon, maintenant, je vous dirais, forcément, SEMJ, c'est la plateforme SEMJ, c'est 100 fois mieux. Donc, forcément, là, vous me prenez à partie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Yoast, même en premium, à moins que c'est changé depuis, n'analyse pas la SERP, n'analyse pas les concurrents, n'analyse pas les mots-clés et les volumes de recherche. Et donc, rien que ça fait que vous n'avez pas les bonnes recommandations, tout simplement. Quels outils permettent de savoir le volume d'un mot-clé? Alors là, j'avais listé plusieurs outils dans une des slides. Vous avez SEMJ, Ahrefs, SEMrush, pour les gros outils, on va dire. Et après, vous avez Ubersuggest avec une approche gratuite et Keywords Everywhere qui est moins gratuit maintenant qu'avant. Donc, pour la partie plus gratuite, Ubersuggest et Keywords Everywhere. Donc, voilà. Et je vais répondre à une dernière question parmi cette belle liste. Il y en a beaucoup, je suis perdu. Excusez-moi. Oui. Alors, je n'ai pas entendu parler de l'insertion des vidéos. Infographie au niveau de contenu. Pensez-vous que ces médias peuvent aider à ranker le contenu, notamment d'un point de vue BERT? Alors, c'est une excellente question. Excellente question auquel, en effet, je n'ai pas répondu. Et c'est bien d'y répondre d'ailleurs. Je suis complètement persuadé que d'insérer des images, d'insérer des vidéos, d'insérer des infographies dans votre contenu vous aide soit directement, soit indirectement, vous aide au final à faire un contenu plus pertinent pour votre audience, ça c'est sûr à 2000%, et puis indirectement, du coup, à avoir plus de trafic SEO. Moi, je vous donne un exemple qui est très simple et qui est très concret. Demain, vous faites une infographie. Aujourd'hui, qui c'est qui envoie des liens vers vos contenus? C'est des influenceurs. Les influenceurs, ils reprennent quoi comme data? Ils reprennent notamment tout ce qui est études, statistiques et infographie. Donc demain, vous faites une étude statistique avec une infographie, vous avez tous les influenceurs qui vous reprennent et qui font des liens vers votre site web. Donc rien que ça, déjà, forcément, ça favorise le SEO. La vidéo, elle a d'autres avantages. Elle a des avantages pour votre audience, c'est-à-dire, en fait, vous avez des personnes selon, j'ai envie de dire, leurs usages et puis le contexte au moment où ils consomment le contenu, qui vont préférer lire le contenu, d'autres qui vont préférer regarder la vidéo. Et donc, si on leur offre les deux, c'est tant mieux au final. L'avantage de la vidéo aussi, c'est dès lors que vous l'optimisez d'un point de vue SEO, eh bien, elle peut elle-même envoyer du trafic directement, par exemple, sur plateforme YouTube, etc. Et donc, augmenter votre notoriété. Donc, clairement, tout ce qui est infographie, vidéo, etc., c'est des formats
qui sont importants. C'est des formats, j'allais dire d'avenir, mais qui sont déjà de présent. Il y a plusieurs études qui montrent notamment le pourcentage par niche de contenu où il y a des images et des vidéos. C'est clairement la tendance. Voilà. Là, c'est vrai que c'était un webinaire plus pour la partie rédaction, mais dans vos contenus, clairement, ajoutez ces nouvelles formes de médias. Voilà. Alors, il y a encore plusieurs autres questions qui ont été posées. Donc, sachez que on va vous y répondre directement par mail, puisque là, on a dépassé un petit peu l'heure. Donc, un gros merci pour vos questions. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous avez mon adresse mail. Et donc, j'espère que ce webinaire aura apporté plusieurs éclairages sur ce sujet de BERT et de la rédaction de contenu. Merci à tous. Et puis, sauvegardez la date pour le 12 mars prochain. À très bientôt et au revoir à tous.